Bienvenue à Santexpo en direct du stand La French Care BPI France. Nous parlons prévention en santé et nous allons réfléchir ensemble à comment modifier les comportements à risque, quels peuvent être les leviers pour aller porter ces politiques de prévention. Pour cela, nous allons rencontrer deux acteurs très différents qui proposent des solutions concrètes, vous allez le voir, avec notamment des objets connectés qui améliorent et qui facilitent la prévention dans notre quotidien. Bonjour Thomas Serval. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Barracoda. Nous allons commencer avec vous et ensuite Bruno Lamotte. Bonjour. Bonjour. Nous verrons avec vous comment des associations de patients, en l'occurrence là sur les maladies rénales, peuvent là aussi agir pour modifier les comportements à risque et les leviers que vous avez pu actionner pour aller toucher et prévenir ces maladies rénales. Alors Thomas Serval, je me tourne vers vous. Je disais, vous êtes cofondateur de Barracoda. Barracoda, c'est quoi? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Des objets connectés au service de la santé du quotidien? Est-ce que ça correspond à ce que vous faites? Oui, tout à fait. Ou une plateforme pour créer des bonnes habitudes en se servant de l'intelligence artificielle et des objets connectés. C'est deux manières de présenter la même chose. Oui. Alors, comment est venue l'idée au départ de fonder Barracoda? Quel était le constat qui vous a amené à créer cette structure? Alors en fait, on a créé d'abord une première société qui était largement soutenue par BPI France, qui s'appelle Colibri, qui a inventé une brosse à dents connectée qui permettait de savoir si les enfants se brossaient bien les dents. L'intérêt, c'était que on touchait à un sujet de santé sans avoir besoin de la régulation des objets de santé, ce qui nous a donné plusieurs années d'avance sur le déploiement d'objets connectés dans la salle de bain, puisqu'on a un partenariat avec Colgate qui fait qu'on est dans plus de 2 millions de salles de bain. Et à partir de ça, il y a 5 ans, on s'est dit que, puisqu'on avait réussi ce premier pari, quelle était la prochaine étape? Et en fait, le comportement bucco-dentaire, c'est important. La santé dentaire, c'est 12 milliards pour la Sécu, rien qu'en France. Mais il y a tout plein de pathologies qui sont extrêmement simples à éviter avec une hygiène simple. Et donc, on a essayé de généraliser ce que faisait Barracoda dans la brosse à dents, en se renommant non pas Colibri, mais Barracoda Daily Health Tech, pour travailler sur la généralisation d'objets connectés de la salle de bain. L'idée, c'est que la salle de bain est un lieu parfait pour servir de premier lieu de soins, qu'on ait un petit bébé jusqu'à qu'on soit très âgé et qu'on veuille rester à domicile. Et que ce qui nous manque, c'est effectivement d'avoir de la donnée comportementale. Or, avec l'arrivée des objets connectés, mais aussi tous les outils autour de la performance énergétique des bâtiments et aussi avec les outils de prévention pour le risque pour la chute, en fait, on a d'énormes sources de données disponibles qui ne sont pas utilisées au service de la santé, plutôt pour éviter des risques, alors qu'on pourrait les utiliser d'une manière proactive pour faire prendre de bonnes habitudes. Et Barracoda, depuis maintenant 10 ans, développe des objets et des outils, notamment cette plateforme qu'on appelle BeConnect, pour remonter l'ensemble des données de santé et des données de comportement et des données de bien-être qu'on peut récupérer dans la salle de bain pour essayer de mieux comprendre le comportement des gens et voir ce qui marche pour les aider à soit prendre de bonnes habitudes comme se laver les dents ou se brosser les mains, se laver les mains, ou des choses beaucoup plus sur la prévention tertiaire. N'oubliez pas oublier de prendre ses médicaments, ne pas oublier de mettre une crème correctement, en regardant à la fois si on le fait ou pas, mais aussi grâce à nos outils autour d'une application qu'on appelle CareOS, qui est une sorte de miroir intelligent, si on le fait bien. Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression de faire les choses. On l'a vu avec les brosses à dents, où on se brosse 30 secondes, et alors qu'on pense qu'on fait 1 minute 30. Le faire bien, c'est une information extrêmement importante, soit pour l'efficacité d'un traitement, soit juste pour pouvoir avoir de l'impact sur sa santé. Alors, comment est-ce que vous avez dit que vous touchiez ou que vous cherchiez à prévenir différentes pathologies? Vous avez parlé notamment d'hygiène bucco-dentaire. Pour qu'on comprenne bien la portée des différents objets et outils que vous proposez, quelles autres pathologies vous cherchez à éviter? Alors aujourd'hui, Barracoda, il y a une approche plus holistique, puisqu'en fait, on essaie de prendre la personne dans sa globalité. Donc dans la salle de bain, on fait toute une série de soins. Donc aujourd'hui, dans les produits qu'on a sortis, il y en a un qui s'appelle B-Balance, qui permet de détecter le risque de chute et de le redresser. C'est un produit qu'on est en train de tester en ce moment avec le groupe Vive et dans un certain nombre de maisons de santé. On a un autre produit qu'on appelle CareOS, qui est un miroir, qui lui est une plateforme qui permet de porter plein d'applications
tout ce que peut voir une caméra en face de vous, on est capable de l'interpréter au fur et à mesure que les progrès de l'intelligence artificielle arrivent sur comprendre votre santé mentale. On a présenté ça au CES, à partir de votre voix, comprendre votre posture, comprendre la santé de votre peau, votre rythme cardiaque. Et donc en fait, on se voit plutôt comme un intégrateur de ces technologies. Parfois, on les développe nous-mêmes si elles n'existent pas, ou on intègre quand il y a quelqu'un qui a obtenu le sésame d'une certification CE ou FDA. Alors j'entends effectivement cette approche globale que vous proposez. Vous disiez qu'en fait vous étiez là à la fois pour apporter des usages, mais aussi pour collecter des données qui vont permettre de comprendre le comportement en santé d'une personne donnée. Comment est-ce que derrière vous les utilisez ces données? Comment est-ce que vous les analysez pour évaluer peut-être ces comportements? Donc, la plateforme BeConnect qui a été développée par Barracuda, c'est une sorte de boîte à outils mise à la disposition d'un certain nombre de professionnels de santé, qui peuvent être des médecins ou des coachs qui veulent vérifier des choses, ou ça peut être des laboratoires pharmaceutiques qui veulent lancer des essais cliniques pour voir si, en données vie réelle, ce qui est une donnée qu'ils ont beaucoup de mal à récupérer, pour sortir du déclaratif, si les gens font vraiment ce qu'ils disent, pour voir l'effet entre une vérité scientifique et le comportement. Donc l'outil tel qu'il existe, aujourd'hui, il a beaucoup d'applications. Néanmoins, on a 3 principes fondamentaux dans tout ce qu'on fait. Le premier étant une boîte française, on est soumis au RGPD, mais également à tous les règlements sur l'hébergement de données de santé. Et on a été, grâce à Colgate, déployé dans 150 pays. Donc notre plateforme gère l'ensemble de la gestion des consentements et les difficultés qu'il peut y avoir si vous avez à gérer le consentement d'enfants de moins de 13 ans. Et donc en fait, toutes les difficultés réglementaires sont intégrées dans la plateforme pour que, d'une manière générale, quand on traite de la donnée, on sait si on a le droit de la traiter anonymisée, pas anonymisée. Il y a une deuxième chose, c'est on a aussi des algorithmes qui nous permettent de maintenir la donnée localement. Avec ce qu'on appelle du federated learning, c'est-à-dire quelque part, au lieu d'avoir à envoyer toutes les données dans un cloud pour qu'elles soient traitées, en fait, on ne transmet pas ces données, on les traite localement en téléchargeant des algorithmes localement sur les appareils. Ça nous permet d'être compliant dans toutes les régulations du monde. Et il faut un double consentement d'utilisateur ou d'utilisatrice au sens large, ou si c'est des parents si c'est un enfant, pour pouvoir sortir cette donnée de la salle de bain. Et donc cette confiance qu'on a, et ne faisant pas commerce de la donnée, n'étant pas un broker de données de telle nature que ce soit, cette confiance qu'on a nous permet d'avoir des applications et des découvertes même thérapeutiques très intéressantes. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez pu mesurer les impacts concrets de toute cette offre connectée que vous proposez aux utilisateurs? Alors il y a 3 catégories. Il y a ceux qui ont déjà fait l'objet d'une publication clinique, etc. Notamment, en fait, autour du brossage de dents, on a fait un des premiers DTX, Digital Therapeutics. On a montré qu'on pouvait durablement altérer le comportement, améliorer le comportement de brossage des enfants en augmentant la surface des dents brossées de plus de 70% et en multipliant le temps de brossage par 2 à 3. Suivant la tranche d'âge. Donc quelque part, on a déjà fait ça de bout en bout. On est en train de faire les mêmes preuves cliniques sur la détection du risque de chute. Le risque de chute qui est le premier accident qui existe dans la maison, la première raison pour laquelle on quitte son domicile pour aller dans un EHPAD, donc tout autour du maintien à domicile. Une des découvertes qu'on est en train de faire, qu'on a faite et qu'on est en train de prouver cliniquement, c'est que ce risque, la chute c'est une maladie en fait. Et on la voit comme un accident alors que c'est une maladie. Pourquoi? Parce que votre corps humain a 4 mécanismes de rattrapage et en fait vous tombez quand ces mécanismes ne fonctionnent plus. Et ils ne fonctionnent plus parce qu'ils vieillissent, parce que vous avez un problème au cerveau. Et en fait ce qu'on a découvert en travaillant avec le professeur Toumier notamment de la PHP et maintenant l'hôpital américain, c'est que ce phénomène est réversible. On peut tout à fait vous entraîner à moins tomber ou avoir un moins grand risque de chute. Et ça, c'est un enjeu énorme pour la santé publique. C'est 2 milliards le coût de la chute en France. Et puis pour le bien-être des personnes à domicile. Ça, c'est les 2, on va dire, choses qui ont été prouvées. On a maintenant d'autres choses en cours, mais en fait, malheureusement, le temps de la data et le temps de la science ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut qu'on reste prudent par rapport à ça, avec quand même une vocation de pouvoir déployer rapidement nos soins en bien-être autour du bien-être à domicile avant d'aller réclamer des certifications en vue d'un remboursement. Alors, on est là pour parler de la modification des comportements à risque, des leviers qu'on peut soulever. Parmi les freins qui me viennent à l'esprit quand je vous entends, il y a peut-être le problème d'accessibilité, et notamment en termes de prix, pour connecter sa salle de bain et pouvoir utiliser tous ces usages que vous proposez. Alors Barracuda a un projet à impact. Nous, notre volonté depuis le début, c'est de rendre et démocratiser ces applications
Donc nos miroirs intelligents qui s'appelaient CareOS et qui coûtaient plusieurs milliers d'euros quand il fallait les installer, maintenant au CES de 2024, on a pu montrer qu'on était capable de le mettre et d'installer sur n'importe quelle tablette ou application mobile, alors avec quelques pertes de qualité sur un certain nombre d'éléments, mais la volonté de démocratisation est essentielle. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que ces outils sont en train de se déployer non pas dans les pays d'Europe où on va dire on bénéficie d'un bon système de santé. Grosso modo, on a un ratio de 3 soignants pour 1000 habitants, mais dans les pays émergents. Et donc, on a beaucoup de produits qui sont en train de se déployer dans les nouvelles villes, à la NEOM ou aux Émirats Arabes Unis, où on est en train de repenser la santé en intégrant l'AI et les objets connectés dans la conception des appartements. On travaille avec le logement social en France un petit peu. Et on est en train de regarder également des applications en Inde. Où là, on est en train de se dire comment je crée une société et une ville où j'ai un médecin formé, etc., avec 20 ans de travail, pour 10 000 ou 100 000 habitants. Et donc, en fait, on fait partie de cette reconception de l'habitat en intégrant nos solutions dans les habitats du futur. Merci beaucoup, Thomas Serval. On va se tourner vers Bruno Lamotte, qui est responsable du pôle plaidoyer chez Rénalou, qui est une association de patients atteints de maladies rénales. Alors là aussi, un peu la même idée qu'avec Thomas Serval. Quel a été votre constat de départ et comment vous en êtes venu à créer Rénalou ? Alors, Rénalou s'est créé il y a maintenant une vingtaine d'années. À la suite de l'initiative d'une patiente qui était à la recherche d'informations qu'elle ne trouvait pas dans l'espace numérique de l'époque, donc c'est il y a maintenant 22 ans. Elle ne la trouvait pas en français, elle a donc décidé de créer son blog en se disant que son histoire et ses interrogations pouvaient trouver un écho chez quelques personnes. Et finalement, ces quelques personnes se sont très rapidement démultiplié, ça a été plusieurs centaines de personnes en quelques mois et finalement aujourd'hui, 22 ans plus tard, on est une association agréée d'usagers du système de santé et on regroupe environ 9000 adhérents et une communauté bien plus large encore, en sachant que les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique terminale, c'est environ 100 000 personnes en France. Donc c'est quand même des chiffres relativement conséquents, tout ça en 20 ans et avec vraiment l'énergie d'une personne, notre fondatrice Ivani, qui d'ailleurs est toujours aujourd'hui au sein de l'association et travaille toujours au quotidien. Donc c'est effectivement entre guillemets une belle histoire, puisque effectivement on voit l'évolution de ce blog et de ce que c'est devenu aujourd'hui. Dans le cas spécifique des maladies rénales, comment est-ce que vous arrivez à modifier les comportements à risque ? Là aussi, à quel niveau vous intervenez ? Et est-ce que vous arrivez à soulever certains leviers, lesquels ? Alors, dans un premier temps, peut-être une précision lexicologique. On ne va pas parler de comportement à risque. On va parler de population exposée, à des risques. Mais finalement, les maladies rénales sont des maladies qui très souvent sont connectées à de la pauvreté, à de l'éloignement des systèmes de santé, à de l'éloignement de l'information. Et encore une fois, également corrélés à des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque médicaux, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Et donc finalement, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est informer, sensibiliser. Ça, c'est le premier axe de travail. Avec un axe de travail également sur le dépistage des maladies rénales, puisqu'encore une fois, on sait qu'il y a des populations qui, en raison de leurs caractéristiques propres, sont très particulièrement exposés aux maladies rénales, donc le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et encore une fois l'extrême pauvreté. Donc on va les inciter, grâce à cette sensibilisation et cette information, à aller se dépister. Un autre volet également sur la prévention de gestes pour la santé rénale. Donc évidemment, des gestes sur la nutrition, sur l'interrogation des médicaments néphrotoxiques. Donc on va, encore une fois, outiller les patients à interroger le mieux possible les personnels de santé, déjà à renouer le contact avec des personnels de santé, et ensuite à les interroger le mieux possible. Et enfin, le dernier axe de travail, c'est peut-être un axe de travail un peu plus récent,
qui est l'activisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a, et d'ailleurs ça provient notamment du diabète, l'émergence de thérapeutiques nouvelles utilisables dans le champ des maladies rénales. On se documente beaucoup, on interroge beaucoup, on questionne beaucoup, on lit beaucoup de littérature médicale, notamment anglo-saxonne, et on essaye justement de faire en sorte que ces médicaments arrivent rapidement dans le champ des maladies rénales pour préserver le capital de santé rénale des personnes concernées afin qu'elles n'arrivent pas au stade de la suppléance, c'est-à-dire de la dysfonction totale du rein. Alors on voit bien effectivement dans les quatre axes d'action, les 3 axes d'action que vous menez. Et il y a quelque chose qui me marque et qui fait le lien, je crois, avec ce que Thomas Serval nous disait. Vous dites en fait, on ne parle pas de comportement à risque, on parle de populations exposées. Et ces populations exposées, souvent, sont éloignées du système de santé et éloignées du système d'information. Et là, c'est là que je fais le lien. Est-ce que les objets connectés, est-ce que les outils digitaux peuvent avoir du coup un rôle dans la promotion de la santé rénale grâce justement à une plus grande accessibilité au système de soins, au système et aux informations disponibles? Alors, c'est une grande promesse. Reste que c'est une promesse qu'on se fait depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années. Les objets connectés dans la e-santé de manière plus globale reste une promesse importante qu'on regarde avec beaucoup d'attention. En sachant qu'il y a un biais, mais vous l'avez évoqué, celui de la pauvreté, qui ne permet pas évidemment de s'offrir des objets connectés. Encore une fois, aujourd'hui, on parle à des personnes qui, par exemple, la mère de 7 enfants au fin fond de la Seine-Saint-Denis, dans son logement social, c'est très bien de travailler sur les logements sociaux, mais aujourd'hui, elle a des difficultés à nourrir ses enfants. Et le problème, c'est qu'elle fait face à des injonctions paradoxales. On lui demande de changer sa nutrition, d'acheter des produits frais, de ne pas manger hyper transformé, de ne pas manger gras, de ne pas manger salé, de ne pas manger sucré. On lui demande effectivement de se connecter à des outils qui sont des outils essentiels pour sa santé, mais elle n'en a pas les moyens. Et notre objet, c'est aussi de faire en sorte qu'on tienne compte de ces disparités sociales et de lutter contre les inégalités en santé, parce que c'est des tueurs silencieux, finalement, elles-mêmes. Comment, pardon, je vous écoutais bien évidemment, mais je pensais à ce que vous disiez, et finalement j'ai envie de vous demander, Thomas Serval, est-ce que finalement dans la situation très concrète que vient de décrire Bruno Lamotte, il y a une sorte de persistance et de frein qu'on ne peut pas lever, même avec cette perspective des objets connectés Ouais. Alors, on a tout à fait conscience sur la prévention. Ce qui est très clair, c'est que l'impact le plus grand de la prévention, si on regarde au niveau populationnel, c'est clairement sur les personnes les plus éloignées du soin, parce que c'est celles qui vont avoir le plus grand bénéfice. Et donc on est effectivement dans cette injonction contradictoire en disant si cette personne qui dort dans la rue, elle mangeait régulièrement, etc. Et c'est ça la réalité de la prévention, et c'est ça la réalité de la précarité. C'est très difficile et je prends un exemple encore plus criant parce qu'il nous parle à tous, qui n'est pas lié au rein, mais qui est les gens dans les EHPAD, où la capacité d'investissement dans la technologie des EHPAD, quand on regarde le coût du temps patient, est très très faible. Donc ça, c'est assez triste aujourd'hui, surtout que si on le regarde d'une manière macro, en fait, l'État y gagne. C'est-à-dire, quelque part, faire en sorte que cette personne qui bénéficiera quand même d'un soin gratuit et qui en bénéficierait d'une manière moins dégradée si elle a les actions de prévention, c'est gagnant-gagnant. Le problème, c'est tout le système de soins qui est autour du curatif. Et donc, il faut qu'on ait des diagnostics très graves pour avoir des médicaments très chers dans un cadre hospitalier. Et donc, en fait, c'est une sorte de spirale qui n'est pas résolue dans l'écosystème français. On voit émerger... alors, nous, comment on essaie d'y répondre? La première chose, c'est... je prends l'exemple du poids. Suivre le poids, par exemple, c'est quelque chose qui coûtait 40 €. Maintenant, on peut avoir des balances à 5 € et qui ne sont pas moins efficaces, connectées. Donc, c'est vrai que si on n'a pas de problème sur la ville d'origine de la balance, c'est un des sujets, on peut maintenant avoir le poids pour 5 € une fois, ce qui veut dire l'intégrer dans un logement social, parce que ça ne va plus porter... Donc nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut travailler avec les acteurs du logement social,
qui ont à régler cette problématique. Et quand on construit du logement social, on a une économie, alors ils demandent de la réversibilité, etc. Mais il y a, on va dire, un champ des possibles et une capacité d'avoir le capital nécessaire si on gère les problématiques d'obsolescence de la chose. Et c'est pour ça qu'on a cette plateforme qu'on appelle BeConnect. L'autre chose, c'est il faut que tous les objets connectés, et ça on a beaucoup de données qui n'interfèrent pas avec la vie des gens. C'est-à-dire que tout ce qui va vous demander une action complémentaire est une raison d'abandonner. C'est déjà tellement dur de suivre quand vous êtes conscient, bien formé, etc. On le voit, nous, avec le clic, vous demandez un clic de plus, c'est le one click d'Amazon. Tout ce qui va nécessiter une action de plus, qui va prendre une demi-seconde de la routine, ça, c'est un no-go absolu. Donc nous, on pense que les outils qui vont marcher, c'est les outils invisibles. D'accord ? La balance, en fait, c'est pas une balance, c'est un tapis de bain, vous marchez dessus tous les jours, vous ne donnez aucune information, sauf s'il y a un problème. Et donc, il faut que ces objets rentrent dans la vie des gens en étant invisibles ou, quand ils deviennent visibles, très rarement, et c'est là que l'intelligence artificielle et le lien avec les soignants, très rarement, et pour avoir une information extrêmement précise et pertinente. Et le dernier point qui nous donne un peu d'espoir, alors il ne va pas régler tous les problèmes, mais au moins, en fait, on se rend compte qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui ont tout intérêt à travailler sur ces sujets-là, c'est les employeurs. Et donc nous, en ce moment, on est en train de travailler sur des programmes qu'on intègre et qu'on propose aux employeurs, aux DRH, qui sont des gros employeurs, donc pas des petites PME, mais vraiment la RATP ou des grands employeurs, l'éducation nationale, pour lesquels il faut voir qu'ils ont beaucoup de gens qui sont proches du SMIC ou de la précarité, même si ils font ce qu'ils peuvent pour le... Et donc ces gros employeurs, aujourd'hui, ont un intérêt immédiat à favoriser le déploiement de technologies comme celle qu'on a, parce qu'ils ont la capacité de penser le long terme et de le penser au moindre coût pour eux, c'est-à-dire c'est bien de payer 5, 10 euros, 15 euros, si c'est pour une économie sur le cycle de vie d'un enseignant ou d'un qui va passer 40 ans dans l'éducation nationale, et ben en fait l'économie marche. Et donc voilà, je pense qu'on a ces trois pistes-là, invisibles, démocratisées par la massification et l'intégration de technologies tierces, et probablement avec un payeur-employeur comme étant, on va dire, la première source de cash additionnel que ne saurait pas trouver l'État qui a déjà du mal à remplir ses obligations. L'employeur pourrait être une solution pour promouvoir la santé rénale. Et quelle est finalement votre vision ? Est-ce que c'est une vision qui est plutôt optimiste sur la promotion de la santé rénale et comment aller vers plus d'informations sur cette question ? Alors, on est par nature résolument optimiste. Je pense qu'il y a énormément de solutions. Évidemment, le rôle des employeurs est important. Parce que je rappelle aussi que les employeurs adressent à la médecine du travail. La médecine du travail, c'est aussi un lieu de dépistage des maladies rénales. C'est aussi un lieu d'éducation à la santé, d'éducation à la santé rénale et donc du coup d'éducation aux bons gestes. Je pense que c'est un rôle qui est primordial pour les employeurs. On a beaucoup sacrifié la médecine du travail. Je pense qu'il faudra un jour qu'on revienne sur ce chantier-là parce que c'est vraiment un vecteur extrêmement important de promotion de la bonne santé. Évidemment, on est très proactif, donc évidemment, on est très confiant en l'avenir. Je pense encore une fois qu'il faut se reposer des messages de base. Moi, je rappelle que aujourd'hui, très peu de personnes connaissent les maladies rénales parce que très peu de personnes connaissent les reins. Quand on interroge la population, près des 3/4 de la population ne savent pas que le rein est un organe vital de l'homme, sauf que c'est un organe vital. Eh bien, simplement se reposer les bonnes questions, faire de la promotion de santé de base, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on va continuer de faire. Je pense qu'il faut mettre autour de la table, de cette grande table de la santé, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des solutions possibles. Vous avez entièrement raison, je pense que les outils connectés peuvent servir et peuvent évidemment servir aussi, on en a un peu parlé, de collecteurs de données et d'offreurs de données ensuite, parce que quand on sait, même si évidemment ça ne bénéficie pas à tout le monde comme solution, que ça peut permettre de connecter des données d'ampleur, ça peut aussi permettre de savoir que tel ou tel bon geste est utile à la société et que tel ou tel
bon geste au départ conçu comme étant extrêmement important n'a finalement qu'une utilité secondaire. C'est important aussi pour nous. Merci messieurs, merci à tous les deux pour cette discussion autour de Barracoda et de Renalou. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.